Et à la bourse d'ailleurs, on est rassuré puisque la bourse de Paris est en train d'augmenter de 0,43% alors qu'il est à 4021 points. Salut à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce numéro 2 des informations dont on parle peu. En ce mois de février 2012 extrêmement froid, nous avons beaucoup de sujets à aborder. Donc nous commencerons par l'OTAN et ses différentes activités au Moyen-Orient. Ensuite nous parlerons de l'énergie, nous parlerons d'économie, nous parlerons de l'Europe, ainsi que d'autres informations en vrac. Donc attachez vos ceintures et c'est parti. Le premier sujet c'est l'OTAN. L'OTAN qui se félicite via son secrétaire général M. Rasmussen d'une année 2011 exceptionnelle. L'année 2011 pour l'Afghanistan, ça a été un nombre record de civils tués, avec plus de 3000 civils tués. Au Pakistan, on manifeste contre les attaques des drones, 100 000 personnes le 27 janvier dans les rues pour manifester contre les bavures des attaques des drones, notamment la bavure du 26 novembre dernier, où plus de 24 soldats pakistanais ont été tués. Mais ces manifestations n'empêchent pas l'OTAN de continuer d'envoyer des drones au Pakistan, avec notamment cette attaque le 8 février dernier, où on nous annonce, dans les journaux officiels, que cette attaque de drone a tué 10 islamistes. En Irak, on compte maintenant plus de 1 million de morts depuis l'invasion des USA en 2003. Plus de 1 million de morts. Et je pense que le chiffre va continuer à augmenter, étant donné que le pays n'est toujours pas stable, étant donné qu'il y a toujours des troupes étrangères sur leur sol, parce que ne croyez pas que les troupes US sont parties comme ça, il reste encore toutes les troupes privées. Ils sont toujours sur le terrain et normalement il y a environ 80 000 hommes sur le terrain en Irak. Et ils n'ont aucun intérêt à partir. Si on ajoute à ça les répercussions de tous les obus, toutes les armes à l'uranium appauvri sur le sol irakien, on peut être sûr que le nombre de morts va continuer à croître. En Syrie, on continue de déstabiliser le pays. C'est très difficile d'avoir des informations. Elles sont vraiment contradictoires. Bien malin celui qui peut dire qui fait quoi en Syrie, qui bombarde qui. Qui peut me dire aujourd'hui qui sont ces rebelles, qui les arme, quelles intentions ont-ils, d'où viennent-ils? Personne ne peut me le dire. Mais les médias français, ils vont pas chercher plus loin. On nous fait croire que l'armée de Syrie bombarde les civils. Mais en fait, en face, il s'agit d'un groupe armé. C'est comme en Libye. Maintenant, on l'appelle l'armée de Syrie libre, l'ASL. On nous fait exactement le même coup qu'en Libye. L'armée de Syrie libre a fait une belle bavure avec le journaliste français Gilles Jacquier, qui a été malheureusement la victime de ce conflit. J'ai là un article qui nous apprend que l'OTAN et que la CIA armeraient secrètement la Syrie, les rebelles syriens, avec les armes des Libyens. Est-ce véritablement étonnant? Un petit retour sur l'Afghanistan, avec cette histoire, vous vous rappelez des 4 militaires français qui avaient été tués par un militaire afghan. Alors on apprend par l'AFP, il faut prendre des pincettes avec l'AFP, que ce soldat afghan en fait avait déjà payé des pots de vin pour réintégrer l'armée afghane après avoir déserté. Et cette information a vraiment été très peu reprise. On continue notre tour du Moyen-Orient avec le Bahreïn, puisque là-bas aussi il y a une révolution. Et là en fait c'est une vraie révolution du peuple par rapport à la monarchie du Bahreïn pour véritablement devenir un pays démocratique. Et cela bien évidemment personne n'en parle étant donné que le Bahreïn est de mèche avec l'OTAN. Il y a d'ailleurs une base américaine au Bahreïn. Le peuple du Bahreïn continue de manifester, cela dure depuis plus d'1 an maintenant, mais la répression est très très forte et très sanglante. Et on apprend que les forces de police pourraient être armées et pourraient être entraînées par un Anglais, John Yates, qui est un ancien de la police métropolitaine du Royaume-Uni. Je pose donc la question, pourquoi on n'entend pas BHL manifester sur tous les plateaux télé et tous les plateaux radio pour le peuple du Bahreïn? On va parler aussi un petit peu de l'Iran, qui va faire une petite transition pour parler de l'énergie, puisque comme vous l'avez appris, l'Union européenne a décidé de faire un embargo sur le pétrole iranien, mais on notera quand même le cynisme de la chose, étant donné que l'Union européenne va quand même continuer à honorer ses contrats jusqu'en juillet prochain. On continue à honorer quand même, pour pas tomber en rade. L'Iran qui fournit à peu près 20% du pétrole de l'Union européenne. Donc selon Reuters,
cet embargo pourrait faire augmenter les prix du baril de 20 à 30%. Donc je ne sais pas si c'est véritablement une bonne idée de faire un embargo sur le pétrole iranien, d'autant plus que l'Iran va facilement pouvoir écouler son pétrole avec la Russie, la Chine, l'Inde, tout cela ils sont demandeurs du pétrole, il n'y a aucun problème. Ces pays proposent de payer le pétrole dans une monnaie autre que le dollar. L'Inde a également proposé de payer une partie du pétrole avec de l'or. Un petit mot aussi également sur le nucléaire iranien. Donc on a appris que les services secrets israéliens utilisaient un groupe terroriste iranien pour assassiner les scientifiques iraniens qui travaillent sur le nucléaire. Donc je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai traduite pour vous faire une idée. Pour toutes ces bonnes raisons, on peut faire un grand bravo à Monsieur Rasmussen et à l'OTAN. Vraiment, l'année 2011 a été exceptionnelle et il a raison, l'année 2012 va être encore plus exceptionnelle, je pense. Il faut s'attendre vraiment au pire. Passons maintenant à l'énergie, avec une nouvelle qui n'a pas fait la une de l'information, c'est Obama qui a interdit l'exploitation de l'uranium dans le Grand Canyon pour les 20 ans à venir. Quelle va être la conséquence de tout cela? C'est qu'il va falloir aller chercher l'uranium ailleurs, et notamment dans les pays qui produisent beaucoup d'uranium, comme le Kazakhstan, la Namibie et le Niger. Donc il ne serait pas étonnant de voir dans ces pays les tensions monter très très prochainement. Un mot sur le gaz de schiste, puisque nous avons notre groupe français Total qui tente d'abroger l'interdiction, vous savez, l'interdiction d'exploiter le gaz de schiste en France. Donc pour l'instant, Sarkozy a dit non, jusqu'à au moins la fin de son mandat, mais ensuite il faudra vraiment se méfier parce que Total fait du lobbying intense. Comme il fait du lobbying intense pour exploiter le pétrole bitumineux. La France a mis fin à son soutien à une directive européenne qui vise à désigner les sables bitumineux canadiens comme la forme de pétrole de loin la plus néfaste pour le climat. Parlons maintenant du nucléaire. Vous savez qu'en Allemagne, le nucléaire cessera en 2030. Et pendant que nous, en France, on se pose encore des questions sur l'avenir du nucléaire, les Allemands, eux, ils passent directement à l'acte. Ils ont annoncé qu'ils allaient installer une éolienne offshore chaque jour jusqu'en 2030, ce qui représentera à peu près 20% de la production d'électricité. En France, nous, on a des problèmes avec le photovoltaïque. Les sociétés photovoltaïques sont à la peine, comme Photowatt par exemple, et on a investi dans ITER. Je vous invite fortement à aller voir l'interview de Jean-Pierre Petit à propos de ITER. C'est vraiment incroyable. C'est un puits sans fond, c'est une arnaque, l'arnaque du siècle, et c'est nous qui payons. Un dernier mot sur le nucléaire français. La Cour des comptes a rendu un rapport sur notre parc nucléaire dans lequel il indique que le coût de production du nucléaire va augmenter dans les années à venir, de l'ordre de 10%. Et ceci du fait que nos centrales nucléaires sont de plus en plus vieilles, et aussi du fait que nous sommes dans la période post-Fukushima. Et il indique aussi que nous devrions investir beaucoup d'argent dans les années à venir, de l'ordre de 30 milliards d'euros. Alors encore une fois, c'est vrai que le nucléaire nous permet de créer beaucoup d'emplois, c'est vrai que le nucléaire permet à la France d'être indépendante au niveau électricité, mais ne serait-il pas enfin temps de se mettre autour d'une table et de parler sérieusement de la production d'électricité en France, étant donné que nous avons vu avec Fukushima qu'il y a véritablement un danger et que nos centrales nucléaires arrivent maintenant à la limite de leur durée de vie. Parlons maintenant de l'Europe. Nous avons une organisation qui s'appelle la COFAS, la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, qui elle aussi donne des notes. Et elle a dégradé les notes de l'Italie et d'Espagne d'un cran en ce qui concerne le risque d'impayé. Donc pour l'Italie, on a 52% de plus de chances d'être impayé quand on fait du commerce avec. Pour l'Espagne, on a 49% de chances d'être impayé. Quand on commerce avec la France, on a 29% de chances d'être impayé. Et à titre indicatif, pour le reste du monde, c'est 19%. On voit bien que l'Europe est en train de s'enfoncer de plus en plus. Tout à l'heure, je citais l'Allemagne comme exemple pour la sortie du nucléaire. Et bien, cette fois-ci, dans le rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'Allemagne a été épinglée pour être une des responsables de la crise actuelle, notamment à cause des bas salaires, qui seraient un frein pour la croissance européenne. Quand on sait que la France veut prendre comme exemple l'Allemagne, on a vraiment du souci à se faire. En France a été mis en place un observatoire du Made in France.
et il a statué que le fabriqué en France est passé de 75% à 69% de 1999 à 2009. En Italie, Monti, lui, continue de libéraliser à tout va. Donc là, c'est les taxis, les pharmacies, les transports publics, tout est libéralisé. Donc, comme si ça allait être la potion magique. Or, on sait très bien qu'en regardant par exemple ce qui s'est passé dans les années 70 en Amérique du Sud, que la libéralisation a amené au désastre. Ce désastre, il a déjà lieu en Grèce, on le voit tous les jours, et d'ailleurs les Grecs envisagent éventuellement de sortir de l'euro, mais il n'y a pas que la Grèce, il y a aussi l'Autriche. Ça, on n'en a pas du tout entendu parler, mais les Autrichiens veulent se baser sur leur constitution qui dit que c'est le peuple qui décide, et ils ont donc déposé une initiative demandant la sortie de l'Union européenne. Affaire à suivre donc. Pour la partie économique, je voulais revenir sur le jambon beurre, ce célèbre sandwich cher aux Français, qui selon une étude a pris 4,76% en 2011. Il apparaît pourtant que nous, mes collègues et moi, nous avons remarqué qu'au Monoprix du coin, le sandwich était passé de 1,82 euros à 2,03 euros, soit une augmentation de 11,53% en un an. C'est quand même autrement plus que l'augmentation annoncée de 4,76%. Une autre information à propos de l'économie, c'est le Crédit Agricole qui veut céder à EDF Trading ses activités liées aux matières premières. J'ai été un peu surpris par cette information parce que déjà je ne savais pas qu'EDF avait une branche trading. Et je me demande d'ailleurs si c'est le rôle de cette société de faire de la spéculation sur les matières premières. Mais c'est quand même, je me pose quand même la question également de savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts étant donné que EDF produit de l'énergie électrique et en même temps irait faire de la spéculation sur les matières premières. C'est quand même assez curieux. Pour en terminer avec la partie économie, j'aimerais aussi signaler un rapport émis par le ministère des Finances russe qui parle du système de paiement interbancaire américain. Et ce rapport précise qu'un important effondrement économique mondial est actuellement en cours et pourrait très bien entrer dans une redoutable, je cite, zone de chute libre. Le rapport se base entre autres sur le Baltic Dry Index, qui est l'indice des prix de transport maritime, qui est publié quotidiennement par la Bourse de Londres. Et on observe une chute d'environ 65% durant les 30 derniers jours. Donc c'est une perte jamais vue depuis la fin de l'année 2008. Passons aux informations en vrac, avec dans un premier temps les États-Unis d'Amérique, où le gouvernement s'est autorisé à envoyer 30 000 drones dans l'espace aérien, de manière à surveiller les citoyens. Le gouvernement annonce que c'est pour fluidifier le trafic routier. Qui peut croire des sornettes pareilles? Donc on voit bien la dérive totalitaire que prend les États-Unis d'Amérique en ce moment. Mais ce n'est pas tout, parce que pour nous, en Europe aussi, nous allons avoir droit à nos drones, puisque l'OTAN annonce qu'elle va dépenser 3 milliards d'euros pour acquérir et faire fonctionner en commun 5 drones. 5 drones conçus par les Américains, dans un programme de surveillance aérienne de l'Europe. Donc Monsieur Rasmussen avait raison, l'année 2012 va être vraiment exceptionnelle. Autre information, la Commission européenne a autorisé l'usage des glycosides de stéviol, plus connus sous le nom de stevia. Donc, cette Commission européenne s'appuie sur l'avis positif publié en 2010 par l'Autorité européenne des sécurités des aliments, l'EFSA. Cette stevia se retrouvera donc très bientôt en 2012 dans les aliments de tous les jours, les yaourts, les céréales, les boissons, les sodas, les confiseries, les chocolats, etc. Elle devrait remplacer à terme l'aspartame. Nous avons quand même certaines voix, comme le réseau Environnement Santé, le RES, qui pointent les faiblesses de l'étude sur la sécurité de ce nouvel édulcorant. Une autre information, celle-ci qui touche la France avec le Rafale, qu'on a enfin réussi à vendre à l'Inde, ou pratiquement, on est en cours de négociation. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que sur les 126 appareils, les Indiens voudraient en fabriquer 108. Autrement dit, on va procéder à un important transfert de technologie en Inde. Autrement dit, on va fabriquer que 20 avions en France. Et donc ça va employer un peu moins de monde, forcément. Et en conclusion de tout ça, une fois que le transfert de technologie sera fait en Inde, les Indiens seront capables de construire un avion qui pourra concurrencer le nôtre, et ils iront le vendre à un prix beaucoup moins cher sur le marché. Donc résultat, je ne sais pas si c'est une très bonne opération pour Dassault et pour la France d'avoir vendu ce coucou aux Indiens. Un retour sur Fukushima, puisqu'on n'en parle absolument plus. Le réacteur numéro 2 de Fukushima
Dans la nuit du 6 au 7 février, selon TEPCO, a augmenté, la température a augmenté. Il a atteint 73,3 degrés. Et les Japonais ont donc lancé de l'acide borique. L'acide borique, c'est un produit qui permet de contrôler le taux de scission de l'uranium dans un réacteur. Et donc il a fait donc descendre cette température. Et TEPCO se veulent rassurants. Bon, bah, tant mieux alors, hein, mais ils nous ont pas rassurés jusqu'à là, déclarant que le corium n'a pas atteint le point de criticité et qu'il n'y a pas de traces de xénon 135 témoignant d'une fission en cours. On voudrait bien croire TEPCO. Autre information, avec encore une entente sur les prix, après les vendeurs de lessive du mois dernier, ce coup-là, c'est la Commission européenne qui a ouvert une enquête pour vérifier que les trois entreprises françaises du secteur de l'eau, Suez, Veolia et Lassoir, ne se sont pas entendues sur les prix. La durée de l'enquête n'est pas connue, mais on suivra ça de près. Un mot sur les OGM agroalimentaires. Trois choses à dire à ce sujet. La première, c'est qu'il convient peut-être de regarder la conférence de M. Christian Vello à propos des OGM, lui qui est chercheur sur les OGM. Je vous donne l'adresse pour voir sa conférence sur internet. Ce qui est intéressant dans sa conférence, c'est qu'il explique, qu'il vulgarise beaucoup, ce qui nous donne un petit peu accès à qu'est-ce qu'un OGM et à quoi ça peut servir, par exemple dans le médicament, avant de penser tout de suite à l'OGM agroalimentaire. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'il y a un an, Wikileaks avait dévoilé une information selon laquelle Monsanto mettait la pression sur la France et que les États-Unis demandaient des sanctions contre la France parce que la France ne souhaitait pas qu'on utilise le MON 810. Monsanto a continué son lobbying intensif, la Commission européenne a déjà capitulé, il n'y a plus que la France qui résiste un petit peu, puisque le gouvernement, via Madame Kosciusko-Morizet, a déclaré que nous prendrions notre clause de sauvegarde par rapport à ce MON 810. Mais il convient d'être très vigilant. Et enfin, dernier point, une étude a été réalisée récemment par des chercheurs chinois et a été relayée dans un magazine qui s'appelle Seul Research. Comme c'est relativement technique, je préfère ne pas vous raconter de bêtises et je préfère vous laisser lire par vous-même. J'ai la URL où l'auteur essaye de vulgariser ce que les chercheurs ont découvert. Mais si j'essaie de résumer en une phrase, on peut comprendre que les aliments que l'on mange, nous croyons que l'ADN, c'est pas vraiment l'ADN, c'est l'ARN du produit était détruit lorsqu'on mangeait, mais en fait il s'avère qu'il n'est pas du tout détruit, mais il s'introduit dans nos cellules et dans notre sang. Voilà, donc je préfère vous laisser lire par vous-même cet article. C'est terminé pour ce mois-ci. Je voudrais vous remercier tous et toutes pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés par rapport à ma première vidéo. Voir qu'il y a plus de 12 000 personnes qui ont vu cette vidéo et la plupart des gens ont aimé, ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc voilà, je vous dis au mois prochain et puis restez bien informés surtout.